Prise 1. Bienvenue à La Quête, le podcast scientifique et ludique guidé par la perpétuelle recherche de performance sportive. On est content de partager ça avec vous. Merci d'être là. Frank. Salut! Bonjour. Salut. Aujourd'hui, on a fait l'épisode sur le wattage. Je voulais qu'on fasse l'épisode sur le pace de course également parce qu'on a fait un épisode auparavant sur la FC et tout ça se met ensemble et s'imbrique. C'était le mur. Le mur mur de la compréhension. Des objectifs. C'est bon. OK, ouais. Fait pour qu'on outrepasse le mur. Oui. Voilà. OK, je t'ai ça fait fin vraiment négatif. Non, c'est très beau. C'est un beau mur, en fait. OK, c'est bon. C'est pas péjoratif du tout. OK, c'est bon. Donc, pace. Oui. Pace de course. Yes. Je veux qu'on en parle. Comment détecter nos ondes, comment les utiliser, de quelle façon on peut prendre l'information du pace puis l'appliquer à nos entraînements pour être plus performants. Pour commencer, le pace. Yes. Qu'est-ce que c'est? Le pace, c'est ton déplacement, c'est la charge externe que représente l'activité. Fait que t'as ta fréquence cardiaque d'un côté, puis t'as ton pace de l'autre, puis on met ça ensemble. Okay. Parce que quand on parle de pace, c'est toujours pour parler de quelque chose d'autre. Parce que le pace en soi, ça représente le stress mécanique que la course représente, mettons, à cette vitesse-là. Mais c'est aussi parce qu'on parle de plein d'autres choses d'une manière sous-entendue. Un certain pace amène une certaine production de lactate, une certaine utilisation de tes fibres lentes ou rapides, un certain pourcentage de ton VO2 max. Puis quand on parle de course à pied, on parle de VAM, vitesse aérobie maximale, pour parler de la vitesse à laquelle on utilise un maximum d'oxygène. Donc, tous ces marqueurs-là sont impliqués lorsqu'on parle de pace. OK. Fait que c'est pour mesurer la difficulté de la tâche, tout simplement. Pour la VAM, c'est la même chose que pour la PAM en vélo, en fait. C'est ce que tu peux maintenir comme intensité élevée pendant 5 minutes. C'est ça. 5 à 8 minutes environ, exactement. Mais souvent, on va le tester sur un effort d'environ 5 minutes. OK. Ouais. Puis qu'on va revenir plus tard, je suis sûr. Mais généralement, PAM et VAM, c'est interchangeable. Sauf que PAM, c'est en watts, puis VAM, c'est en kilomètres-heure. OK. Parce que c'est une vitesse. L'épisode de pace va être très similaire à l'épisode de watts. Oui. De wattage, parce que c'est une source, pas de puissance, mais on peut se servir de cette donnée-là pour se créer des zones d'entraînement. Ouais. Qui vont être corrélées à notre fréquence cardiaque. Ouais. Maintenant, comme à l'AFC, il y a plusieurs types de zones, des systèmes à 3 zones, 5 zones. Est-ce qu'au niveau du pace, on utilise un système à 5 zones pour essayer de créer justement le parfait équilibre entre la FC et le pace? C'est une méthode qui est fréquemment utilisée, 5 zones, pour ceux qui font de la plus courte distance ou est-ce qu'ils ont besoin de performer à des très hautes vitesses. On va peut-être ajouter une 6e et une 7e zone, mais pour le commun des coureurs, on va parler d'un système à 5 zones. Course de fond, mettons. Course de fond. À partir de 5 km et plus, on parle de 5 zones. Okay. Du moins, c'est comme ça que j'aime le faire. Il y en a peut-être d'autres qui ont des opinions différentes, mais je trouve que ça révèle suffisamment de la fluctuation d'intensité dans le spectre du facile au difficile. OK. Ouais. Puis comment que je peux déterminer mes 5 zones à partir de ma VAM, à partir de certains protocoles de test? T'as vraiment plusieurs choix. Puis en course à pied, il y a comme des nouvelles données là-dessus dernièrement. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Fait qu'on va décortiquer ça un petit peu ensemble. Fait que le premier test, le plus accessible, c'est de faire un test progressif sur tapis roulant ou sur une track avec une piste sonore là, tu sais, qui te dit il faut que tu sois à X vitesse en ce moment, puis tu te rends jusqu'à l'épuisement. Fait que c'est toujours le même concept. Tu pars à une vitesse qui est basse, qui représente un jog, et tu augmentes progressivement l'intensité pour arriver au point où est-ce que tu es complètement épuisé. Puis souvent, on va passer plus 1 ou plus 1.2 km/h à peu près à chaque 2-3 minutes. Un peu comme un test progressif à vélo où est-ce qu'on augmenterait le wattage à chaque bloc de 3 minutes. Ben, c'est la même affaire. Donc, tu peux le faire à l'intérieur, à l'extérieur. Il faut juste que tu ailles le matériel nécessaire. Fait que ça, c'est une première manière de faire. T'avais-tu une question? Non. OK. L'autre manière de faire, c'est de, après un bel échauffement, de faire un time trial de 5 minutes ou environ 1,5 km. J'aime donner 1,5 km comme objectif parce que c'est concret. Tu peux comme mapper ça sur Strava. T'es OK, de ce coin de rue-là à ce coin de rue-là, ou dans tel parc, faire tel loop avec pas de feu de circulation, ni d'arrêt stop, ni de char à gérer. Je veux aller le plus vite possible du point A au point B, puis ça va me donner à peu près dans la plage de 5 minutes pour la plupart des gens en forme. Tu sais, si tu veux faire 1,5 kg, ça va te prendre
de genre 4 minutes à peu près 8 minutes selon ton niveau de forme, puis ça rentre dans les plages de la VAM du VO2 max. Ok, je comprends. Parce que c'est à peu près l'intensité où est-ce que tu t'épuises à 100%, 5 à 8 minutes, fait que ça représente ta consommation d'oxygène maximale. OK. Ouais. Puis peu importe quel test j'ai choisi de faire, comment qu'après ça peut me donner mes zones? Tu vas simplement faire un pourcentage de ta vitesse. OK. Fait que par exemple, que tu as soit ton test progressif ou ton test de 1,5 km, par exemple, ça va te donner une vitesse en kilomètre-heure comme résultat. Fait qu'on va dire que, mettons que c'est 15 km/h pour donner un chiffron. Fait que 15 km/h, c'est ta VAM, c'est ton VO2 max, et tu vas décliner tes zones en fonction de ce pourcentage-là. Fait que ta zone 1-2, ta zone verte, en bas du premier seuil, ça va être de 50 à 65% de vitesse de déplacement de ta VAM. Ta zone 3-4, ça va être 65-70 jusqu'à à peu près 85-90% de ta VAM. Puis après ça, ta zone rouge, ça va être 90% de ta VAM et plus. Okay. Puis après ça, c'est une 6e puis une 7e zone. Souvent, ça a commencé à 115%, 120% à peu près de ta VAM, les vitesses supérieures. Puis après ça, ta vitesse maximale de sprint, de déplacement, là, c'est nettement plus vite que ta VAM. Ouais. Mais ça me donne un chiffre en kilomètre-heure. Ouais. Mais quand on parle de pace, en général, on va dire à combien de minutes je cours mon kilomètre. Oui, c'est vrai, t'as raison. Fait qu'il faut juste faire un pas de plus dans la conversion où est-ce que ton résultat va être en kilomètre-heure, puis là, tu le transfères en minutes par kilomètre. Okay. Mais les deux expriment de la vitesse. Minutes par kilomètre ou kilomètre par heure, c'est juste deux manières différentes d'exprimer de la vitesse. Okay. Fait que tu pourrais juste avoir tes zones en kilomètre-heure ou tu pourrais avoir ta VAM en pace, donc en minutes par kilomètre, puis faire la conversion. Mais là, il y a une twist. Mettons que tu as 15 km/h de VAM, ça donne 4 minutes 10 kilos. Oui. Right? Et là, si tu veux avoir ton pourcentage de ta VAM pour, mettons, ta zone 1-2, qui est à peu près 50 à 65%, il faut que tu fasses non pas 50% de ta VAM, mais 1,5 fois ta VAM. Je te donne un exemple. Si tu es à 4 minutes du kilo, puis tu le divises en 2, ça donne 2 minutes du kilo. Mais là, ça, c'est vraiment vite, ça n'a pas très rapport. rapide. C'est ça, fait qu'il faut que tu fasses l'inverse. Fait qu'il faut que tu multiplies ton 4 minutes du kilo par 1,5 pour que ça donne 6 minutes du kilo. OK. Tu comprends? Donc, si je veux être entre 50% et 65%, mettons, de ma VAM. C'est fois 1,5 à exact. fois 1,35. Ah. Fait que le truc que je donne aux gens, c'est mettez-le en secondes, puis après ça, faites l'inverse. Fait que, mettons, 4 minutes du kilo, c'est 240 secondes, 4 fois 60, right? Ouais. Puis tu fais 240 fois 1,5. Ça va te donner 360. Donc, ça te donne 6 minutes du kilo pour le bas de ta zone 1. Ah. Puis après ça, pour 65%, tu fais fois 1,35. Pour 90%, tu fais fois 1,1. Et ainsi de suite. OK. Étant donné qu'à la course à pied, il y a un facteur de stress mécanique, Ouais. Est-ce que c'est un peu comme le vélo, est-ce que tu arrives à avoir quand même tes zones d'entraînement de pace qui ressemblent à ta zone de cœur, ou ça vient créer justement un genre de choc de stress mécanique qui fait que tu peux pas vraiment être dans la même zone? Ben, ça prend en compte le fait que tu vas être sur le plat. Parce que dès que tu montes ou que tu descends, là, ces zones-là, ils prennent un peu le bord. Parce que ta puissance de travail en watts, là, la même chose qu'à vélo, change avec la pente. Quand on est un cycliste, on est habitué à y penser, mais on dirait qu'en course à pied, on y pense, mais pas autant. Non, c'est ça, exact. Fait que dès que tu as moins, 2-3% de pente, tu réduis de beaucoup ta puissance mécanique nécessaire pour aller à la même vitesse. Donc, ça réduit ton coût de FC et donc ton effort. Fait que tu veux l'ajuster. Fait que ton pace est vraiment juste valide sur le plat si tu l'as testé sur le plat. Puis c'est pour ça que de prendre la puissance de course à pied est intéressante pour gérer les changements du terrain. Puis ça, c'est sans parler des gens qui font de la trail, qui ont vraiment besoin de considérer. Mais c'est ma prochaine question par rapport à la course en trail. Comment tu gères le fait que c'est constamment différent selon le terrain, selon le dénivelé? Quand tu gères ton pace qui est pas du tout pareil que sur la course à pied en route? Ouais, c'est vraiment pas facile. Il y a deux grandes manières. La première manière, c'est une fois que tu as fait ton test incrémenté, donc de passer de très facile à très difficile d'une manière progressive, puis que tu as établi tes zones de pace en fonction de ton résultat de test, tu vas regarder c'était quoi ma valeur de fréquence cardiaque pour chacune de ces zones-là, puis tu vas te coller à ces zones de fréquence cardiaque-là
en trail. Tu vas complètement évacuer l'aspect du pace, puis tu vas simplement garder les zones de fréquence cardiaque associées aux zones de travail que tu cibles en fonction de la distance de ton événement. Fait de sens. Une autre manière, je t'avais dit qu'il y avait 2 manières. Une autre manière, c'est de faire ton test progressif avec un capteur de puissance sur ta chaussure. Puis là, tu vas avoir tes zones basées sur pas seulement ta FC puis ton pace, mais aussi sur ta puissance que là, tu peux prendre en événement. OK. Est-ce que le capteur, c'est juste sur un pied ou c'est des capteurs sur 2 pieds? Généralement, c'est un seul pied. OK. Fait que donc, un peu le même flou qu'en vélo. Tu sais, est-ce que c'est pareil gauche-droite? À un certain point, je pense qu'il faut juste qu'on avance puis qu'on se dise comme, je prends cette information-là puis je roule avec, là, mais c'est évidemment pas parfait, mais surtout qu'en trail, en plus, tu as des conditions de terrain qui peuvent faire en sorte que tu sois plus sur ton pied gauche pendant oui, c'est ça, tu sais, il y a des fois que tu vas versus... nettement plus, vraiment. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Fait que ça, faut juste que tu le prennes comme valeur moyenne plutôt que comme valeur instantanée. Okay, un peu comme d'ailleurs le wattage à vélo, le chiffre là, sur ton capteur de puissance instantanée, prends-le avec un grain de sel. Souvent, c'est plus adéquat. Puissance moyenne, 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes, pour avoir une idée de tu travailles à quelle intensité dernièrement, mettons, plutôt que instantanément. Je comprends. Si j'ai un événement que je veux faire, là, que ce soit un 5K, 10K, un demi ou un marathon, comment est-ce que je peux estimer le pace auquel je devrais aller durant l'événement? C'est toujours basé sur ta VAM. OK. Si ton événement est plus court que ta VAM, ben là, tu vas aller plus haut que ton 100% de ta VAM parce que tu vas utiliser tes ressources anaérobiques et neuromusculaires pour te propulser, puis tu vas max out ton système aérobie, puis fly and die, tu sais. Alors que la plupart des gens font, mettons, de 5 kilos à marathon, voire ultra trail. Là, tu vas prendre des pourcentages de ta VAM. Fait que plus ton événement est court, plus ça va être un haut pourcentage de ta VAM. Plus ton événement est long, plus ça va être un bas pourcentage de ta VAM. Pour te donner des exemples, un 5 kilos peut être fait 90-95% de ta VAM. Un 21, 85, peut-être 90. T'es vraiment, vraiment fort, mettons, on va dire 85. Puis un marathon, c'est plus 75-80, mettons. OK. Puis en termes d'intervalle, là, on va faire un épisode sur les intervalles bientôt. Mais en termes d'intervalle, comment que je peux utiliser mes données de VAM puis mes données de zone d'entraînement pour un peu programmer à quoi pourraient ressembler mes intervalles? Ben, tu vas avoir tes mêmes zones, 50 à 65% pour ta zone verte, quelque part entre 65 et 85 pour ta zone jaune, puis mettons 90 et plus pour ta zone rouge. Puis là, tu vas juste jouer avec les proportions que tu veux passer dans chaque zone. On a parlé dans des autres épisodes de l'importance de passer la majorité de ton temps à basse intensité. Fait que tu vas t'assurer que tes paces d'endurance de base, tes paces de jog, là, de easy run que tu vas faire plusieurs fois par semaine sont suffisamment basses, sont pas trop rapides pour défoncer ton premier seuil. Puis tu vas t'assurer que quand tu fais tes intervalles, que tu es dans les paces qui sont associés aux fréquences cardiaques des zones que tu cibles. OK. Je sais pas, je réponds à ta question. question. Ça fait de sens. OK, parfait. Très bien de sens. Ceci dit, le moment où tu cours sous le premier seuil est rarement respecté à la course à pied. Ben, chez beaucoup de gens, c'est comme je cours easy jog et la personne n'arrive pas à parler, t'es comme c'est ça. Là, on n'est pas dans un easy jog. Il faut pas que ton easy jog soit 15 à 30 secondes plus lent que ton pace marathon. Non, c'est ça. Il faut que tu sois loin de ton pace de course, peu importe ton pace de course, à part peut-être si tu fais du ultra trail, parce que tu fais, mettons, 160 kilos. Là, ça se peut que quand t'es en train de courir dans ton ultra, là, pas quand tu montes des côtes à la marche, là, tu sais, que ça ressemble à ta vitesse de jog parce que, basically, tu jogues pendant ton ultra, tu sais. Mais pour le reste du temps, il faut que ton easy jog soit nettement plus lent que ta plus lente vitesse de course d'événement. Tu comprends ce que je veux dire? Absolument. Ben, d'où la pertinence, je crois, de faire des tests justement de VAM pour que les gens réalisent à quel point c'est lent. C'est lent. À quel point ils courent peut-être trop vite dans leur sortie de... Puis en termes de cadence, sans aller trop en détail là-dedans, à quel point la cadence du coureur devrait être corrélée, mettons, à son pace, dans le sens où est-ce que si je fais d'intervalle puis je suis vraiment haut en termes de pace, est-ce que ma cadence, ma foulée devrait être plus rapide? Légèrement. Légèrement. Mais pas tant que ça. OK. On aimerait qu'il n'y ait pas une trop grande différence entre la cadence à basse intensité et la cadence à haute intensité. On aimerait, juste d'un point de vue dissipation des forces de réaction au sol, à chaque fois que tu mets un pied au sol,
l'intensité à laquelle tu atterris en termes de force, elle est remontée dans ton corps. Fait que plus tu as une basse cadence, plus tu fais des des coups au sol, plus c'est des chocs qui remontent dans ton corps. Fait que à cause de cette raison-là, on veut que notre cadence soit élevée pour qu'on fasse des petits pas, pour que chaque pas amène une faible quantité de force qui remonte dans le corps. Pas de ninja, en fait. Pas de ninja, exactement. Le floor is lava. Le sol, c'est de la lave. Donc, on est léger sur le sol. Et on veut que ça soit aussi vrai à basse qu'à haute intensité. Pour que les risques de blessure, ou en tout cas, le coût que chaque pas représente ne soit pas trop coûteux, on va dire. Coûteux. Pour le corps humain. Ouais, c'est ça. Fait que, mettons, généralement, on recommande plus que 170 pas par minute. Puis peut-être tendre vers 180 pas par minute. Fait que mettons que tu es un coureur qui jogue à 172, 175, puis tu fais tes intervalles à 182, 185, c'est comme la fluctuation normale de cadence. OK. Il y en a peut-être qui sont hors de cette plage-là, mais on recommande aux gens, généralement d'un point de vue de prévention de blessures, d'avoir une cadence qui est relativement élevée. Autour de 180. Pas exactement dessus, mais à peu près. Si on revient un peu au test qu'on peut faire pour déterminer un peu notre pace et tout, il y a un genre de CP20 ou un test FTP en vélo qu'on peut faire. Mais on parle plus de FTP, c'est fini ça. Mais si on parle de CP20, est-ce que la course, il y a un test qui est quasiment aussi long qu'on peut faire? Oui. Qui vaut la peine d'être fait? Oui, vraiment, c'est un bon point. Oui, ça existe. Puis c'est un peu toujours la même philosophie. Tu veux tracer des points qui sont en fonction de l'intensité et de la durée pour apprécier l'endurance de quelqu'un. La courbe. La courbe, exactement. Fait que ta courbe, mettons, intensité-durée ou pace-durée, dans ce cas-ci, puisqu'on parle de course à pied. Fait que de faire, mettons, 1 kilo le plus vite possible. 3 kilos le plus vite possible. 5 kilos le plus vite possible. 10 kilos le plus vite possible. Ça te permet de tracer ta courbe d'endurance puis d'apprécier ton niveau d'endurance et d'avoir aussi une idée de ton profil. T'es-tu quelqu'un d'explosif? T'es quelqu'un de très endurant. Ça te permet d'individualiser l'entraînement et aussi d'apprécier les changements qui viennent avec l'entraînement. Par exemple, tu fais beaucoup de pace 5 kilos à l'entraînement pendant 2-3 mois. Puis là, tu refais un peu ton profil, 1 kilo, 3 kilos, 5 kilos, 10 kilos. Puis là, tu vas voir, peut-être que tu t'es amélioré plus dans la droite de la courbe, vers les plus longues durée, on va dire. Fait que ça te permet d'apprécier l'entraînement. Puis il y a un autre test qui existe. En fait, je recule d'un moment. Oui, le 20 minutes existe à la course à pied. Souvent, on va faire un test de 5 kilos. Puis pour quelqu'un qui est en forme, ça va prendre à peu près 20 minutes. Tu vas faire ça à 4 minutes 10 kilos. À peu près, ça va prendre grosso modo 20 minutes. Donc, tu as ton CP5 déguisé, ton 1,5 kg. T'as ton 20 minutes déguisé avec ton 5 kg. Fait que c'est toujours un peu la même chose. Le vélo n'a rien inventé, la course n'a rien inventé. C'est juste, on veut tracer une courbe, tout simplement. Je comprends. Fait que t'as ça. Puis t'as aussi une petite spécialité coureur qui est la réserve de vitesse anaérobique. Et ça, c'est 2 petits tests qui prennent une seule séance à compléter, si tu veux, qui te renseignent sur ton profil à toi lorsque tu te compares à d'autres. Fait que ce que ça te prend une vitesse de déplacement maximale puis une vitesse aérobie. Fait que la vitesse aérobie, on en a parlé en début d'épisode, soit un 5-6 minutes all-out ou un 1,5 kg all-out ou un test progressif qui t'amène à l'épuisement. Ça va donner ta vente. C'est pour ça que ça te prend ta vitesse de déplacement maximale qui va souvent être sur un 10, 20, 30 mètres lancé, où est-ce que souvent tu as des timing gates ou quelqu'un avec 2 chronos qui prennent la mesure pour avoir ta vitesse moyenne sur 10, 20, 30 mètres, qui est ta plus grande vitesse de déplacement possible parce que tu arrives avec un swing, tu arrives avec un air d'aller. Puis tu prends cette vitesse-là en kilomètre-heure, tu la compares à ta vanne, qui est aussi en kilomètre-heure, et ça te permet d'avoir une idée de ta réserve entre ta vitesse de déplacement maximale et ta vitesse aérobie maximale. T'as-tu peu d'espace, beaucoup d'espace? Ta vitesse de sprint, es-tu bonne ou est poche? Ta vitesse aérobie maximale, es-tu bonne ou est poche? Fait que cette relation-là entre ces 2 paramètres-là te renseigne sur ton profil, te permet d'apprécier l'entraînement pour voir est-ce que c'est ta vanne qui a changé ou c'est juste ta vitesse de déplacement maximale qui a changé. Fait que tout a comme suivi, on va dire. Fait que c'est une amélioration neuromusculaire. Ça permet juste d'avoir une appréciation qui est plus granulaire de ton entraînement. Ce qui est similaire, dans le fond, comme en vélo, ce qu'on check la PAM et justement ton peak power, qui va à la réserve, puis travailler sur soit tes faiblesses ou tes forces par rapport à comment tu es. Totalement. Parce que
plus l'intensité augmente de l'exercice, autant à vélo qu'à la course, plus c'est l'interaction entre plusieurs systèmes. Ton système aérobie qui s'en vient stressé au maximum, ton système anaérobie qui compense pour ce que ton système aérobie peut pas fournir, et ton système neuromusculaire qui te permet de pousser sur les pédales ou d'enchaîner des pas. Fait que plus l'intensité est élevée, plus c'est un blend de système énergétique qui te propulse. Fait que c'est pour ça qu'il faut différencier les contributions avec des intensités qui sont sous-maximales. Je comprends. Puis, comme en vélo, ce qu'on peut faire des entraînements sur trainer, puis on parlait tantôt de les différents outils qu'on peut utiliser, capteurs de puissance. Ouais. Si je fais mes tests sur tapis roulant, à quel point c'est similaire à l'extérieur, sachant que le tapis amène ta foulée pas pareil de même, mais Un peu, là. un peu. Ouais. Est-ce que mes tests sont similaires? Est-ce que je devrais ajuster mes zones d'entraînement en pace l'hiver sur tapis versus l'été à l'extérieur? Ouais. Ou c'est quand même similaire? Ben, la plupart des gens qui sont expérimentés à courir sur tapis vont appliquer une pente de 0,5 ou de 1% pour au moins que la charge externe, la charge interne, ce que ça te coûte de courir sur le tapis pour, mettons, 12 km/h, ressemble un petit peu plus à l'extérieur. OK. Fait que de mettre une petite pente, ça rend ça déjà un petit peu plus comparable à l'extérieur. Mais après ça, il y a des équations qui existent pour prendre la vitesse sur le tapis, ce que ça coûterait vraiment à l'extérieur, puis aussi moyen de le corriger pour la pace, pour la pente, pour les gens qui font de la trail. Donc, ces équations-là existent. OK. Ouais. Puis si on parle de trail, VAP. Oui. Ça apparaît sur mon Strava. Sur ton Strava, ouais. Et là, je suis comme, ah oui, VAP, yes. Super. Qu'est-ce que c'est? Pourtant, je fume pas, tu sais. Non, c'est ça. Bonne. Ouais. Fait que, qu'est-ce que c'est? Ouais. Fait que la VAP, c'est la vitesse ajustée pour la pente. Donc, ça a une composante d'ajustement pour le fait que tu ailles monté une côte ou descendu une côte aussi. OK. Fait que donc, c'est l'équivalent de ce que serait ton pace sur le plat pour le niveau d'effort que tu as donné dans la côte. OK, wow. Fait que mettons que tu cours sur le plat à 5 minutes du kilo, tu pognes une pente, tu ralentis à 6 du kilo, ben l'application fait un transfert de ce niveau d'effort-là à 6 minutes du kilo, ça aurait représenté quoi sur le plat? Ça aurait-tu été encore 5 ou ça aurait été 4,30 parce que là, tu as vraiment poussé fort, mettons? Est-ce que la précision est quand même bonne ou? Je la connais pas, tu sais, j'ai juste regardé ce que ça voulait dire un jour parce que moi aussi j'étais comme mais qu'est-ce, tu sais, mais je sais pas c'est basé sur quel algorithme, je sais pas à quel point c'est fiable. D'instinct, ça a l'air correct, là, tu sais, quand tu fais des intervalles en montagne, puis tu pousses vraiment fort, puis ça te donne une vitesse ajustée pour le pace de genre 4,15, ben, tu sais que sur le plat, à 4,15, tu travailles fort. Fait que t'es comme, OK, tu sais, il y a une certaine forme de similitude. Et ça existe aussi à vélo, sur Training Peaks, avec NGP, Normalized Graded Pace. Fait que c'est exactement la même chose que Strava, mais appliqué à vélo avec différents algorithmes. Ça te donne wattage que ça aurait donné pour ton effort. OK, ça fait de sens. Dans l'autre épisode où on parlait de vélo, je te demandais si c'était grave avec le wattage de zooker entre ma zone d'entraînement 2 et 3. Vu que la FC est une valeur qui bouge quand même lentement, est-ce que à la course, c'est la même chose? Si mon premier seuil, je cours pas loin, puis des fois, je viens faire un peu de tango de l'autre côté. Fait que je passe de zone 2, zone 3, mais que ma dérive cardiaque se fait pas parce que je vais pas assez longtemps. Est-ce que ça peut être autant dommageable ou taxable pour le corps qu'en vélo? Je pense que ma réponse est la même qu'à vélo, pour ceux qui ont écouté l'épisode. C'est si ton cœur n'a pas le temps de transférer à la zone jaune, à la zone 3, je pense que d'un point de vue systémique, ça te coûte pas si cher de faire ce zouk-là. Si par contre, ton cœur a le temps d'y aller, parce que là, tu zoukes un peu trop, ou tu l'as tellement fait que là, il y a une dérive qui s'installe, là, je pense qu'il t'en coûte un petit peu plus cher, parce qu'on sait que lorsque on franchit le premier seuil, on commence à avoir des perturbations autonomiques, on commence à avoir des perturbations de notre système nerveux central, qui nous coûtent un petit peu plus cher en récupération que de rester en dessous du seuil pour quelques fractions de kilomètres-heure de plus. T'sais. Fait qu'il y a peut-être un intérêt pour être sûr de maximiser toutes les adaptations de basse intensité, de vraiment frôler le seuil, mais il faut comprendre aussi que c'est pas nécessairement coupé au couteau non plus. T'sais. Si tu
Si tu le frises un peu, tu sais, ça reste un continuum de la très basse à la très haute intensité. C'est un blend d'adaptation, c'est un blend de perturbations systémiques, puis physiologiques, puis musculaires. Fait que c'est pas tant la fin du monde. C'est toujours une question d'amplitude. Où est-ce que tu te trouves sur ce continuum-là? C'est quoi la marge que tu donnes à tes athlètes en termes de course, de pace, dans la mesure où, OK, tu cours un easy jog entre 50 et 60, Mettons de pourcentage de VAM, genre? Mais en sens de marge de manœuvre. Mettons pour l'intensité cible. Ouais, mettons, tu dis à quelqu'un, tu dis pas à quelqu'un court 5.5. Ouais. Tu cours entre 5.5 et 6. Ouais. Entre 5.5 et 7.5. Plus l'intensité est élevée, plus c'est précis. Ouais. Plus mon range est comme sniper. Puis mes zones d'endurance de base, c'est le 50 à 65. Puis souvent même 50 à 65% de ta VAM. Puis même que des fois, je vais comme enlever le dernier 5% pour être sûr qu'ils défoncent pas. Fait que je vais leur donner le range 50 à 60. Comme ça, même si ils zoukent un peu à 60, je sais que je suis relativement loin de mon premier seuil. Alors qu'il y a des fois où est-ce que je vais vouloir les pousser proche du premier seuil, quitte à accepter d'être un peu en train de marcher sur la ligne métaphorique. Alors que, puis là, certains de ces athlètes-là vont se reconnaître, mais genre, je leur dis, c'est 3 fois 5 minutes à 3,35. Donne-moi pas 3,40 puis donne-moi pas 3,30. Je veux que tu sais, évidemment, la vitesse instantanée, ça varie, mais tu vas avoir une vitesse moyenne pour l'intervalle qui va vraiment friser ce qu'on cherche. T'sais. Puis quand tu l'analyses, ta séance, sur Training Peaks ou sur Strava, tu peux isoler tes intervalles puis avoir le pace moyen pour l'intervalle. Puis c'est souvent pas mal target. Ah ouais. C'est beau à voir ça. C'est comme les robots. Là, t'es comme, j'aime les robots. 3,35 flush. Exactement. 3,36. Yeah. Tu as dit le mot dérive tantôt. Oui. Passe à palette. Oui. Ma prochaine question par rapport à la dérive, c'est la FC a une certaine dérive. Ouais. OK. Est-ce que le pace va suivre cette dérive-là? Est-ce que plus ma FC va monter à travers ma long run, plus mon pace va diminuer? Dans le sens inverse? Ou? Il y a vraiment beaucoup d'éléments dans cette question-là, puis je vais amener quelques précisions. On parle de dérive lorsque il y a un découplage entre le pace et l'AFC associé à ce pace-là. Okay. Fait que, par exemple, que tu te cours à 5 minutes du kilo, puis ça te coûte, 155 de pulse, de fréquence cardiaque, il y a un couplage entre ces deux éléments-là qui va rester vrai pour une période donnée. 15, 20, 75 minutes, ça dépend qui t'es. T'sais. Mais éventuellement, si la vitesse reste pareille et que ta FC commence à monter sans redescendre, il y a une petite fluctuation qui est normale, mais si elle monte sans redescendre, là, on commence à parler de dérive. Tout comme ta FC reste la même, mais ton pace commence à diminuer. Fait que tu ralentis, mais il t'en coûte aussi cher pour ton organisme. Lorsque ces deux phénomènes-là se produisent, on parle de dérive. Et là, la dérive est un concept intéressant parce que si on exclut la déshydratation puis les facteurs environnementaux, là, si on fait juste isoler l'effort, ça renseigne sur ta durabilité en tant que coureur, en tant que machine aérobie. À une certaine intensité, théoriquement, on peut avoir un forever pace. On peut avoir une vitesse qu'on peut tenir d'un point de vue énergétique à jamais, en gros guillemets. Là. Puis, ça, c'est vrai, c'est comme théorique, parce que vient un moment où est-ce que tu fatigues, tes réserves de glycogène diminuent, ta perception d'effort, là, juste pour ton cerveau, ça augmente, puis là, il y a une dérive qui s'installe. Des fois, c'est après 3 heures en bike, puis des fois, c'est après, 5 heures de randonnée, mettons, à pédestre, mais ça arrive un jour. Pourquoi ça nous intéresse en tant que scientifique du sport puis en tant qu'entraîneur, c'est que si ta dérive puis que tu es exposé en zone 1-2 se produit après 1 heure ou elle se produit après 4 heures, t'es pas la même machine d'endurance. Le moment où survient la dérive te renseigne sur toute ta machine aérobie puis comment tu gères ton effort. Ça te permet aussi de voir, mettons dans un marathon, est-ce que t'as couru au bon pace? T'es-tu parti trop vite puis que ta dérive a commencé au 21e kilo ou t'as été super conservateur puis ta dérive a commencé au 40e kilo, mettons. Fait que ça permet de poser un regard sur une performance ou même sur un training pour te renseigner sur tes acquis. Mettons que tu commences à ta saison de trainer à l'intérieur sur le vélo ou sur le tapis roulant, mettons qu'il commence à faire frais puis c'est l'hiver. Tu vas
pouvoir gager la durée de tes longues courses en fonction de ta dérive. Une fois que tu commences à avoir une dérive, tu as atteint ta dose minimale recommandée pour avoir un stress aérobie. Tu pourrais arrêter là ta séance. On parle de combien de points de FC? Ben, c'est ça. Ça dépend un peu du calcul, là, mais souvent, c'est à partir de comme 5 à 10 % de découplage. T'sais. Ça commence à être notable à partir de 10 %. Puis comment que je calcule Comment mon tu calcules ça? Voilà. Donc, tu prends... Les concepts sont en fonction de la vitesse critique, mais on n'en a pas parlé à date, fait que je vais juste te faire un synonyme de vitesse critique. Ok, je parque ça là pour un épisode futur. Mais on va dire que c'est un pourcentage de ta VAM. Fait que si tu cours à 75 % de ta VAM, ça devrait donner à peu près 75 % de ta fréquence cardiaque de réserve. Ouais. À peu près. Et donc, ça donne un ratio qui est à peu près 1. 75 %, 75 %. Si ton 75 % de VAM reste le même, puis que ta FC passe de 75 % de ta fréquence cardiaque de réserve à 82 % de ta fréquence cardiaque de réserve, tu fais 82 divisé par 75, ça donne 1 point, je sais pas, le 0,6, je sais pas trop c'est quoi le calcul, mais tu comprends. Ouais. Et donc, lorsque ce ratio-là change de plus de 10 %, puis qu'on est passé de 1, lorsqu'on atteindrait 1,1, là, on commence à lever le petit drapeau de la dérive, puis on sait qu'on a un peu maximisé nos adaptations de basse intensité pour aujourd'hui. Donc, ça vaudrait pas le coup de continuer. Ben, c'est là que tu tombes dans la conversation de la dose minimale effective. Donc, c'est quoi le minimum que tu dois faire pour avoir tes adaptations? Ben, la dérive peut être un concept qui renseigne sur la dose minimale effective. Tu peux continuer. C'est juste que selon le stress mécanique de l'événement, de la course à pied ou de ton training, peut-être qu'à un moment donné, tu veux arrêter là pour juste pas augmenter ton facteur de risque. Fait que pour un suivi de progrès, je pourrais suivre ma dérive. Le moment où elle commence, puis voir est-ce que ça se repousse dans le temps. 100%. Wow. Ouais. Avant de conclure, je veux qu'on parle de trail un peu. Oui. Parce que c'est clairement plus difficile de suivre son pace. Ouais, vraiment. Même sa FC en trail, c'est plus tough. Ouais. S'il y a un événement qui s'en vient, s'il y a un workout qui s'en vient, comment je peux gérer mon pace? Est-ce que je vais en tenir un moyen? Comment, avec le dénivelé, c'est un calcul mathématique, genre, que je peux faire? C'est tough. T'sais, mettons que tu as ta fréquence cardiaque, tu peux y aller en fonction de tes zones normalisées sur le plat, puis te dire, mettons que ma zone 4, c'est de 165 à 175 de FC, ben je vais viser d'être en zone 4 pour faire mes intervalles en trail, mettons. Ça, c'est mettons que tu montes la montagne, genre pente de ski. Là, Fait que ça, c'est une manière. Une autre manière, si, mettons, tu n'as pas accès à l'AFC, soit que ton capteur est mort ou que tu n'en as juste pas, tu pourrais y aller avec la vitesse d'ascension verticale. Ça, c'est un marqueur qui est en mètres par heure, puis qui te donne une vitesse d'ascension. Vraiment, tu parcours combien de mètres de dénivelé par heure, tout simplement. Puis ça range de 0, là, si t'es sur le plat, à 1000, 1500, peut-être 2000, c'était vraiment à l'heure. C'était vraiment shape. Puis si la pente est vraiment importante, tu sais, c'est une corrélation entre l'intensité de la pente puis la vitesse à laquelle tu l'attaques. Tu sais. Exact. Ouais. Fait que tu sais, à partir de 1000, 1200 là, c'est tough. Là. C'est dodo après. Là. Ouais, exact. Fait que donc c'est une manière de gérer ça. Fait que tu pourrais peut-être te pratiquer à filer 500 mètres par heure, c'est dur à combien sur 10? Puis après ça, ta FC à 500 mètres par heure, ça ressemble à quoi? Puis là, tu te places un peu sur ton système de zone qu'on a parlé tantôt. Ou tu files genre, OK, 1000 ou 1200 mètres par heure, c'est 8,5 sur 10. Fait que même si tu as à marcher pour monter ta côte, t'es dans ta zone d'effort en termes de FC et en termes de perception d'effort. Fait que tu atteins tes objectifs même si t'es pas en train de physiquement courir. Fait que c'est quand même rassurant de se dire, même si je marche, j'atteins mes objectifs. Ouais, c'est vrai. Et c'est tout aussi vrai, d'ailleurs, c'est pas tant le sens de ta question, mais je le rajoute pareil, pour la basse intensité. Tu sais, en trail, des fois, on se dit, ouais, mais là, je marche. Genre, c'est sûr qu'il se passe rien. Tu sais, tu montes une côte, là, tu marches, mais tu regardes tes FC puis t'es à, je sais pas, 149. Ben, d'un point de vue systémique ou physiologique, tu as des adaptations de basse et voire même de moyenne intensité, même si tu cours pas. Fait que ça peut être stratégique en trail de utiliser ça pour avoir une très, très grosse charge centrale, mettons en termes de débit cardiaque puis d'intensité d'effort, sans un très gros stress mécanique. Monter une côte, c'est quand même tough, mais c'est bien moins tough que de descendre la côte. Exact. Fait que tu pourrais attaquer la côte à la course,
prendre des pauses passives ou même redescendre à pied pendant ton intervalle de repos, réattaquer en montant, puis faire plusieurs intervalles de ça. Puis une fois que tu es rendu en haut de la montagne, ben, tu vas juste descendre à pied, sans courir, c'est en marchant. Ouais, tu as géré ton stress mécanique en ayant quand même une grosse dose centrale. Intéressant comme données. Y a-tu d'autres choses qu'on n'a pas parlé au niveau du pace que tu aimerais ajouter? Ben, tu sais, je veux 2 choses. Je veux que les gens comprennent que les adaptations de la basse intensité se font très lentement. Donc, c'est normal que ton pace à basse intensité ne change presque pas au sein d'une saison complète d'entraînement. Par contre, je veux aussi qu'ils comprennent qu'il y a un coût plus élevé que dans d'autres modalités sportives de la haute intensité. D'un point de vue mécanique, la course à pied, ça coûte cher. Fait qu'il faut vraiment respecter la haute intensité. C'est d'autant plus important de pas être toujours trop vite dans nos endurances de base parce que là, c'est un stress mécanique en plus d'un stress physiologique, ce qui fait que quand on arrive dans nos entraînements de haute intensité, notre système est peut-être déjà un petit peu fragilisé. Mais c'est aussi pour stresser l'importance de la quantification du volume puis la quantification du stress mécanique, de s'assurer que d'une semaine à l'autre, d'un training à l'autre, on laisse l'opportunité au corps de s'adapter puis qu'on a une progression qui est très, très lente. Et en parlant de progression, l'autre point que je voulais stresser, c'est l'importance des tests de performance, autant à vélo qu'à la course. Pour un entraîneur et pour un athlète, savoir c'est quoi les changements qui se produisent et c'est quoi la nature des changements qui se produisent, c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu as changé plus l'aspect court de ta performance ou plus ta performance sur les efforts longs? Tu sais, comment tu réponds à l'entraînement puis comment tu t'adaptes ou tu gères tes événements futurs en fonction de ton profil, ça peut vraiment beaucoup renseigner puis être un peu empowering, là, ça donne un peu de la confiance en soi parce que tu vas mieux gager ton entraînement. Est-ce que ça te convient plus la courte ou la longue distance? Parce qu'il y a une poussée de faire de plus en plus long toujours. Puis moi, je veux défendre un peu le fait de en faire moins long, mais aller plus vite. Ouais, exact. Ouais. Ben, en termes de motivation puis d'appréciation de sa séance aussi, dans le sens où si tu fais plein de tests puis tu gardes un suivi sur tes tests, tu as beaucoup plus de chances de voir évoluer dans certaines sphères tes performances que dans d'autres. Puis peut-être que tu aimes ça, justement. Fait que, tu sais, je pense que de pouvoir documenter et noter à travers tous les tests qu'on a mis au début de l'épisode, ça fait vraiment du sens. Surtout parce que les adaptations de basse intensité sont dures à apprécier. Tu sais, ça se fait sur des semaines et des semaines et des semaines de training. Fait que, c'est plus long. OK, super. Frank, c'est méga intéressant. Merci, on va faire une séance. Un épisode. Oui. C'est une séance, d'abord. Ben, une séance d'épisode. Oui, voilà. Sur la zone 2, parce qu'on parle beaucoup de respecter la basse intensité et tout. Je pense qu'un épisode complet juste sur la basse intensité va venir mettre en lumière un peu le pourquoi qu'on veut que ce soit autant respecté chez les athlètes. Fait que très hâte de tourner ça avec toi. À suivre. Merci, Marc. Thanks. Merci d'avoir été là avec nous. Pour toute question, désir d'approfondissement ou même pour des demandes spéciales, écrivez-nous. Pour nous joindre, vous pouvez nous écrire par la poste, mais l'idéal, ce serait via notre page Instagram, La Quête Podcast. D'ici là, bon entraînement!